Aujourd'hui dans ce tutoriel, on va transformer une vidéo qui ressemble à ça en une vidéo qui ressemble à... C'est très simple, j'ai allumé la lumière. Bonsoir, vous savez que j'adore tester des appareils photo. J'ai toujours eu la curiosité de tester du nouveau matériel, je trouve que c'est marrant, je trouve que c'est inspirant et j'ai cette curiosité, cette petite intérêt spécifique pour le matériel photographique qui m'a toujours donné envie de toujours tester tout ce que j'avais la possibilité de tester. C'est pour ça que j'ai démarré cette chaîne YouTube, pour pouvoir ouvertement parler d'appareils photo, d'abord argentique, puis maintenant numérique. Pardon, j'ai oublié de vider la carte mémoire de ma caméra et je... Bref, n'ayant pas un budget absolument illimité, il y a plein d'appareils que j'ai testés sur cette chaîne YouTube que j'avais simplement emprunté, mais sachez que j'ai jamais emprunté un appareil que pour une semaine ou deux. En principe, si je teste un appareil, c'est que je l'ai utilisé plusieurs fois, voire même assez régulièrement. C'est important pour moi que je vous donne un avis un peu plus approfondi de chaque appareil que je peux tester. Mais la majorité des appareils que j'ai testés, c'est quand même des appareils photo que j'ai achetés. Mais pour pouvoir acheter des appareils pour les tester, il faut bien entendu que je vende les précédents. Je peux pas garder tous les appareils du monde. Alors j'en collectionne quand même un certain nombre. Il y a un certain nombre d'appareils photo que je garde et que je garderai peut-être pour toujours. Mais aujourd'hui, on va parler des boîtiers que j'ai revendus juste après plus ou moins avoir posté mes vidéos. Ou alors des fois, c'est des boîtiers que j'ai pas vendus immédiatement. C'est des boîtiers que j'ai gardés de côté pendant un certain temps avant de réaliser que ça servait à rien. C'était une perte de temps, c'était une perte d'argent et que j'avais besoin de continuer à financer cette addiction à l'achat de matériel. Et aussi à simplement continuer à créer du contenu pour la chaîne YouTube, pour vous mes petits amours. Et donc c'est important qu'on parle aujourd'hui de ces boîtiers que je n'ai pas gardés et de pourquoi je ne les ai pas gardés. Et on va commencer fort avec le Leica M10. Le Leica M10 est un boîtier important pour moi, est un boîtier important dans l'histoire de cette chaîne YouTube et c'est clairement un boîtier que si j'avais eu les moyens, j'aurais gardé indéfiniment probablement, mais malheureusement, étant un boîtier qui vaut autant cher, c'est d'ailleurs un des boîtiers que j'ai revendu le plus cher de tous les boîtiers que j'ai jamais possédés, j'ai été contraint de m'en séparer, voilà. Et je devais vous l'avouer, parce que ça fait longtemps en plus que je l'ai plus, ça fait un bon moment, et c'est un boîtier que certains de mes abonnés les plus fidèles savent que j'ai en ma possession, et des fois le mentionnent dans mes commentaires. Eh bien aujourd'hui je me devais absolument de vous dire que je l'ai vendu. Je tiens à mentionner quand même que le Leica M10 est un boîtier que j'adorais mais qui des fois m'embêtait beaucoup. Bien entendu, le télémètre du Leica M10, c'est quelque chose qui est difficile à dompter, qui est très sympa, mais qui simplement ne fonctionne pas en toutes circonstances. Vous avez jamais testé un appareil photo télémétrique comme les Leica M, eh ben c'est très particulier et les télémètres, ça ne peut simplement jamais être aussi précis que le sont les viseurs réflexes, surtout pour ce qui est du cadre et surtout pour ce qui est de prévisualiser sa profondeur de champ, chose qui peut être pratique de faire dans certains cas. Un deuxième boîtier dont je me suis séparé, pour lequel je suis un peu connu parce que ma chaîne YouTube en a beaucoup parlé. Et c'est d'ailleurs de toute ma vie le seul appareil photo que j'ai revendu 2 fois. C'est-à-dire que je l'ai acheté, je l'ai vendu, je l'ai racheté, je l'ai revendu. Si vous pensez que j'ai un problème. C'est un boîtier qui a regagné un tout petit peu de popularité ces derniers temps et donc ma vidéo fait pas mal de vues dessus et je me sens obligé de vous tenir au courant. Et c'est bien entendu le Canon 5D SR, un boîtier numérique réflexe de 50 millions de pixels, plein format de chez Canon. Si vous le connaissez pas, voilà, c'est le 5D un peu bizarre, donc c'est un boîtier de la série des 5D, mais avec un capteur assez étrange, et la raison principale pour laquelle je l'ai vendu, c'était pour financer un 5D Mark IV. J'avais malheureusement pas les moyens de garder les deux, je devais m'en séparer d'un, et je n'ai jamais regretté. Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai regretté. Je trouve que le 5D Mark IV fait tout mieux que le 5D SR, y compris les photos. Le 5D SR a l'avantage de la résolution, attention, sauf que le 5D Mark IV a l'avantage de tout le reste. Et s'il y a bien un truc que je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est que la résolution, ça fait de loin pas tout. Ça fait même pas autant que ce qu'on pense, qu'on s'est débrouillé pendant 1 milliard d'années avec des appareils photo très basse résolution ou pas d'appareil photo, puisque
Avant l'invention de la photographie, on n'avait pas d'appareil photo. Et à cette époque-là, on parlait pas de mégapixels et on se portait très bien. Un boîtier que j'ai revendu il y a très longtemps, et c'est un peu le boîtier qui a inspiré cette vidéo parce que je viens d'en voir un dans la vitrine de mon magasin préféré à un prix tellement bas que je me suis dit, ouah, sur un malentendu. Sur un malentendu, c'est bien entendu le Nikon D700. Et le Nikon D700, je l'ai vendu parce que j'avais en ma possession le Nikon DF. J'ai parlé du Nikon D700 et du Nikon DF sur cette chaîne YouTube. Vous savez que le D700 est un boîtier que j'adore et je continue de l'adorer. Son gros défaut, c'est la taille et le poids. Ça reste un des boîtiers les plus compétents et performants de son époque. Et un de ces quatre, je vais quand même tenter de remettre la main dessus pour vous le comparer avec des Canon 5D. Peut-être qu'on aura le droit à un petit match Canon versus Nikon à l'ancienne et voir comment ces boîtiers ont vieilli 15 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est des boîtiers que j'adore. Le Nikon D700, il est sublime. Mais on m'a offert un Nikon DF et j'ai pas trouvé spécifiquement le besoin de garder le D700 quand le DF faisait tout ce que j'aimais chez le D700 en un petit peu mieux et dans un gabarit un peu plus réduit, pratique et qui donne plus facilement envie de le prendre avec soi. Comme d'habitude, je suis complètement détruit par les pollens. Si jamais je suis allergique au pollen de fin janvier à fin novembre. Et ça me nique tous mes sens. Donc là, j'ai les oreilles bouchées, j'ai le nez bouché, ça s'entend, et j'ai les yeux qui me grattent. Je suis sous antihistaminique, mais ça suffit pas. Parlons d'un des seuls boîtiers argentiques que j'ai revendu de l'histoire de mes boîtiers argentiques. Parce que oui, de base, je parlais beaucoup d'argentique sur cette chaîne YouTube. Et c'est le Mamiya RZ67. Et ça, c'est aussi un appareil que je regrette avoir vendu et que j'aimerais bien ravoir en ma possession un jour. Sauf que c'est des boîtiers qui sont très gros et très lourds et que malheureusement j'ai déjà 2 autres appareils actuellement toujours dans ma collection qui peuvent faire et me donner les sensations du Mamiya RZ67 et c'est mon Pentax 6.7 ainsi que mon Hasselblad 500cm. Le Hasselblad c'est un format carré, le Pentax 6.7 c'est du 6x7 mais le Pentax 6.7 a des optiques plus lumineuses que le Mamiya et aussi un viseur prisme que j'aime bien parce que le prisme sur le Mamiya était beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd, c'était pas pratique. Et le Hasselblad 500cm me donne vraiment la même sensation et il y a aussi l'obturateur central du Mamiya 6.7 dans un gabarit qui est quand même beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Donc j'ai choisi de garder ces 2 boîtiers plutôt que le Mamiya. Et ça, là je vous parle vraiment d'une décision qui date de 2018, mais dont j'avais jamais parlé. Donc maintenant, vous le savez. Voilà. Et en fait, je ne vous conseille pas d'aller regarder ces vieilles vidéos de moi. Parce que moi, je peux pas voir ma gueule de l'époque. Et je peux surtout pas m'écouter parler, c'est une catastrophe. Et il y a des petits boîtiers que j'ai revendus pour financer les boîtiers plus récents, dont je parle pas vraiment, ou dont j'ai pas vraiment parlé sur cette chaîne YouTube. Et ce serait par exemple mes Panasonic GH4 et GH5. Et là, c'était une époque où je vendais purement et simplement les boîtiers dans le but d'obtenir quelque chose de mieux. Aujourd'hui, si je vends un boîtier, c'est vraiment que pour acheter autre chose. J'ai jamais l'impression d'acheter mieux. Des fois, aujourd'hui, je vends des boîtiers plus ou moins actuels à 2000 balles dans le but de racheter 3 objectifs à la con qui ont passé 30 ans. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais tendance à mettre à jour mon matériel et j'ai surtout beaucoup mis à jour ce que j'appelais à l'époque mon appareil principal, chose que j'ai plus vraiment aujourd'hui, qui étaient aussi les appareils avec lesquels je filmais. Parce que si d'un point de vue photo, je trouve qu'on stagne depuis un bon moment, depuis plus de 10 ans, si vraiment je devais être honnête avec vous, la vidéo, elle par contre a beaucoup évolué. Hein. Les boîtiers d'il y a 10 ans, ça filmait pas comme ma caméra qui me filme maintenant. Même si ma caméra qui me filme maintenant, elle a déjà 6 ans, un boîtier d'il y a 10 ans ne filmait pas comme une caméra d'il y a 6 ans. Voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions vers la fin des années 2010. Et du coup, il faut forcément qu'on parle de Fuji. Il faut parler de Fuji. En fin 2017, je me suis offert un Fujifilm X Pro 2. J'avais déjà eu des expériences avec des boîtiers Fuji à l'époque. Une des raisons principales pour lesquelles je me suis offert du Fuji X Pro 2, c'est parce que j'avais des contacts chez Fujifilm Suisse et que j'avais des très bons prix. Et aussi parce que c'est des boîtiers que je trouvais sublimes. C'était des très beaux boîtiers. J'adorais tous les mécanismes et les boutons, etc. Je crois qu'il y a une vidéo sur cette chaîne YouTube qui date de 2018 où j'explique mon amour pour le système Fuji X.
Et Fuji X, c'était incroyable, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai fait 5 ans avant tout le monde. Pour tout vous dire, j'ai revendu quasi tous ces boîtiers Fuji à des prix débiles. Voilà, il y a certains de ces boîtiers dont je me suis séparé pile au mauvais moment. Donc dans l'ordre, j'ai eu le X Pro 2, puis le XT3, puis le XT4. Et le XT4 est le dernier dont je me suis séparé. J'ai aussi eu le XE1, le XE2, le XE4. Le XE4, quand je m'en suis séparé, je crois que je l'ai vendu 300 francs et c'était un prix normal. Et un mois après, sur le marché d'occasion, il valait passer 1000 balles, qui est 200 balles de plus que les 800 que j'avais dépensé pour l'acheter neuf. Voilà. Et Fuji, j'avais tellement d'objectifs. J'avais la collection complète de toutes les petites focales fixes. J'ai tout vendu. J'ai plus rien. Et ça fait 4 ans que j'ai plus rien de chez Fuji et que je refuse de remettre la main sur le matériel Fuji après à quel point je me suis fait, entre guillemets, arnaquer. À mon époque, un X Pro 1 d'occasion, ça valait 150 balles. Et des objectifs à monter dessus, ça valait rien. Ça valait rien. Aujourd'hui, sur eBay, on ne parle même pas. Et je suis très content pour Fuji du succès qu'ils ont. Je trouve que c'est la seule marque qui fait des choses vraiment à la fois osées, intéressantes et qui sont réussies sur le marché actuellement. Je continue de le dire, c'est déjà quelque chose que je disais en 2018. Malheureusement, c'est pas pour moi. J'ai parlé de Fuji, il faut que je mentionne quand même le GFX 50R, mais j'ai pas besoin d'élaborer trop sur le GFX 50R puisque j'avais fait une vidéo dédiée pour expliquer que j'avais simplement pas aimé ce boîtier. Et du coup, ça me force à parler de Sony, parce qu'il faut savoir que j'ai eu pas mal de boîtiers Sony. J'ai eu le premier, dans l'ordre, j'ai eu le premier Sony A7, puis j'ai eu un Sony A7R2, puis j'ai eu un Sony A7S, premier du nom, là aussi, et j'ai eu un Sony A7R, premier du nom. Et tous vendus, disparus. Et c'est aussi des boîtiers sur lesquels j'ai perdu beaucoup d'argent, ceux-là. C'est aussi des boîtiers qui avaient quasiment aucune valeur sur le marché d'occasion. Et c'est des boîtiers que j'ai possédés avant même de posséder du Fuji. Et c'est intéressant parce que à cette époque-là, les optiques Sony, c'était quasiment inexistant, voire il y en avait quelques-unes sur le marché, elles étaient toutes beaucoup trop chères, et il n'y avait pas encore des marques comme Sigma et Tamron, ou Samyang, ou d'autres, qui faisaient des optiques natives en monture Sony. J'ai passé beaucoup de mon temps chez Sony à utiliser des optiques en monture Canon EF avec des adaptateurs de différentes marques, et c'était tellement inconsistant, et ça fonctionnait tellement jamais quand tu le voulais, que j'ai eu une très mauvaise expérience, et j'étais obligé de me séparer de Sony, vraiment par contrainte. C'est la marque que j'ai le plus détestée, que j'ai continué à détester pendant des années. Sony est peut-être la marque sur laquelle je suis le plus d'accord de revenir en arrière, parce que ça a beaucoup changé, et je ne peux pas nier qu'aujourd'hui Sony se porte très bien, et que leurs boîtiers sont probablement, objectivement, les meilleurs du marché. Les deux derniers boîtiers dont je vais parler sont aussi des regrets, et là c'est clairement deux boîtiers que si j'avais les moyens, j'aurais gardé. Mais c'est pas des boîtiers que je regrette pour autant comme je peux regretter mon Leica M10. Et ces deux boîtiers qui viennent de la même marque, Hasselblad, numérique. Et on va spécifiquement parler du dos numérique CFV50C et du petit boîtier qui venait avec, le 907X. C'est un appareil que j'ai gardé presque 2 ans, que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup aimé. Surtout le dos. L'appareil même, Hasselblad, non, c'était pas pour moi, ça ne me convenait pas, simplement. Le dos numérique monté sur mon Hasselblad argentique, c'était incroyable. Ça m'a permis de faire beaucoup de photos à l'Hasselblad et de ne jamais voir les factures de l'argentique s'accumuler. Et effectivement, j'ai mentionné ça dans ma vidéo que j'ai faite sur ce Hasselblad, où j'ai un peu fait un budget, j'ai expliqué combien de photos en argentique je pouvais faire avant que ça coûte plus cher que le dos numérique. Cependant, c'est un peu biaisé de dire ça, parce que, étant donné que je savais que ça me coûtait tellement rien de faire du numérique avec ce boîtier, il se peut que j'ai réalisé beaucoup de photos avec, que j'apprécie pas spécialement, qui simplement, je les ai faites parce que ça me faisait plaisir de les faire, mais dont je ne ferai jamais de projet, dont je n'aurai jamais tiré de profit ou quoi que ce soit, peu importe quelles sont réellement mes intentions derrière ma photographie. Et c'est ça qui est important parce que jusque-là, à chaque fois
que j'avais utilisé mon Hasselblad et donc mis une pellicule dedans et donc fait l'effort de la développer et de la scanner, j'ai fait 100% des photos que j'ai gardées. Voilà, je faisais pas vraiment de photos ratées, tout était important, tout était très réfléchi. Et c'est pas exactement cette attitude-là que j'avais lorsque mon Hasselblad était numérique. Cependant, ce qui est important, c'est que le dos numérique, j'ai pu le revendre et que je me suis refait de l'argent en le revendant. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas mentionné dans mon budget initial. Alors que malheureusement, des pellicules déjà utilisées, développées et scannées, on peut pas les revendre d'occasion. Genre on peut pas refaire des photos avec une pellicule. Et très certainement qu'il a été racheté juste par un collectionneur, un dentiste ou un avocat qui aime collectionner les beaux objets qui coûtent cher. Parce que c'est ça, principalement, le public de Hasselblad. Et c'est pour ça que je me dois de mentionner le Hasselblad X1D Mark II, dont si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai dit beaucoup de mal et je pense qu'il faut que j'enfonce le clou une dernière fois. Le Hasselblad X1D Mark II est mon plus grand regret de mon histoire de collection d'appareils photo. C'est un boîtier que j'ai voulu adorer. C'est le seul et unique appareil photo que j'ai jamais utilisé de ma vie qui m'a fait avoir les larmes aux yeux. Tellement il m'a pris la tête. Je pense qu'il s'agit du pire appareil photo de l'histoire de la photographie numérique. Voilà, c'est dit. Et je pourrais faire une vidéo de 3 heures pour vous expliquer tout ce qui va pas avec ce X1D Mark II de chez Hasselblad. Et la dernière fois que j'ai mentionné sur YouTube que je détestais ce boîtier, qu'il était affreux, je me suis fait agresser dans les commentaires. Alors je suis prêt à me faire agresser une seconde fois. Si vous l'avez, vous l'utilisez et vous savez l'utiliser et vous faites des belles photos avec, tant mieux. Je suis content pour vous. Moi, j'ai dû annuler un shoot parce que c'était inutilisable. Le viseur, il va pas. L'écran, il va pas. L'autofocus, elle va pas. Les menus, m'en parlez pas. L'ergonomie est juste bizarre, ça manque de boutons, et les quelques boutons qui sont là, ils sont placés à des endroits tellement stupides que je suis obligé d'utiliser 2 mains pour les presser, genre je suis obligé de sortir l'œil du viseur pour les presser. Et ça c'est dommage parce que c'est un boîtier qui est absolument magnifique de l'extérieur, qui, en tout cas dans ma main, était très confortable, qui est très compact et joli et sympa pour un moyen format, ce qui donne vraiment envie de l'avoir sur soi, donc je l'avais effectivement beaucoup sur moi pour au final ne jamais prendre une seule photo. Et les objectifs que j'ai testés j'avais testé les objectifs un peu plus anciens et les plus récents. Les plus anciens, je les ai trouvés nuls, voilà, ça c'est dit. Mais les plus récents, je les ai trouvés absolument sublimes, probablement dans les meilleurs objectifs que j'ai testés de ma vie. Cependant, cet appareil a passé 4 mois à mes côtés et je n'ai pas tiré une seule image que je regarde encore aujourd'hui, que j'ai gardé concrètement. Enfin, si elles sont dans mes drives, mais j'ai pas une seule image que j'ai pris en 4 mois avec ce boîtier est une image qui me plaît. Parce que juste, je n'arrivais pas à bosser avec. Enfin voilà, c'était tous les boîtiers que j'ai vendus. Désolé de l'absence un peu ces derniers temps, j'y travaille. Et la prochaine vidéo devrait être sympa et un peu en thème avec celle d'aujourd'hui. Donc, je me réjouis, on se revoit dans 2 semaines. Non, est-ce que je peux promettre ça ? Et toi, est-ce que tu veux